Well, thank you very much, first of all, for the invitation to come and speak here today. Pour cette invitation, pour que je puisse m'exprimer ici aujourd'hui à propos du processus de paix en Irlande. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous donner un peu ma biographie, vous raconter ma vie et comment j'ai été affectée par le conflit en Irlande et le processus de paix. J'avais 11 ans en 1969 lorsque le conflit a éclaté en Irlande du Nord. Ma famille vivait dans une zone principalement unioniste à Belfast et notre maison a fait l'objet de quelques attentats mineurs. À l'âge de 14 ans, les paramilitaires unionistes ont essayé de me tuer, ils m'ont tiré dessus dans ma maison. Et personne n'a été blessé malgré tout, mais on a dû quitter notre maison pour vivre chez ma grand-mère à Falls Road, à l'ouest de Belfast, probablement l'une des zones les plus militarisées d'Europe occidentale à l'époque. Lorsque j'étais adolescent, j'ai rejoint l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, parce que je ne pensais pas qu'une stratégie politique et pacifiste puisse mettre fin aux injustices en Irlande. Et en conséquence donc, de cet engagement dans l'armée contre l'occupation britannique, j'ai fini en prison en 1978 et j'ai été condamnée à 15 ans de prison dans les tristement célèbres H-Blocks. J'ai rejoint les manifestations en prison pour un statut politique qui ont culminé avec la grève de la faim en 1981 lorsque Bobby Sands et 9 autres hommes sont morts. J'ai donc participé pendant 55 jours à cette grève de la faim et j'étais très sérieusement malade lorsqu'on a mis fin à cette grève. Et j'ai été relâchée de prison en 1987 et j'ai rejoint la lutte, mais 2 ans plus tard, en 1989, j'ai été de nouveau arrêtée et condamnée à 24 ans de prison. Mais malgré tout, donc à ce moment-là, la lutte a atteint une nouvelle phase et l'IRA a appelé un cessez-le-feu en 1994 et j'ai été relâchée, j'ai été libérée de prison en 1998 dans le cadre de l'accord sur le Vendredi Saint. Et depuis que j'ai été libérée, j'ai été extrêmement active dans le parti Sinn Féin, le parti républicain irlandais, et j'ai été élue à l'Assemblée législative ces 3 dernières élections. J'imagine que la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est comment on a pu mettre fin au conflit armé en Irlande, et je pense que pour comprendre cela, il faut donner le contexte historique et politique de ces 30 années de guerre dans mon pays environ. Pour comprendre le conflit en Irlande, il faut étudier la question sous le prisme du colonialisme. C'est le résultat en fait de la propagande britannique pendant de nombreuses années. Et de nombreuses personnes, en fait, sont extrêmement perplexes face aux origines du conflit. En fait, ce qui s'est passé en Irlande n'est pas distinct de ce qui s'est passé dans d'autres nations, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc., des pays qui ont été conquis et colonisés. L'occupation britannique de l'Irlande a été contestée par chaque génération depuis le XVIe siècle, et ce par de nombreux moyens, la rébellion armée, les révoltes agraires, les manifestations dans les rues, les mouvements de masse, comme par exemple le mouvement pour les droits civiques dans les années 60, et les manifestations dans les prisons. Après la révolte de 1916 et la guerre d'indépendance entre 1918 et 1921, la réaction britannique a été de forcer la division du pays. 26 comtés ont reçu l'indépendance, mais les 6 comtés restants au nord-est de l'Irlande devaient rester sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Et la partition a été basée sur un recensement sectaire biaisé qui était fait pour donner une majorité aux unionistes, une majorité perpétuelle dans ce petit pays du Nord. Les unionistes étaient pour la plupart des descendants de protestants, des colonisateurs originels en nord-est d'Irlande, qui sont restés fidèles à la Grande-Bretagne et à l'union avec la Grande-Bretagne.
Donc, si vous n'étiez pas un unioniste, en fait, vous étiez considéré comme un citoyen de seconde classe, vous étiez marginalisé pour ce qui est de l'emploi, du logement, de l'éducation et dans tous les autres aspects de la vie. Et pendant plus de 50 ans, le nord de l'Irlande était effectivement un État avec un parti unique caractérisé par un sectarianisme et une discrimination institutionnelle. Le mouvement pour les droits civiques au nord de l'Irlande en 1960 s'est inspiré du mouvement américain mené par Martin Luther King et également influencé par les révoltes estudiantines en Europe en 1968 ou les mouvements anti-guerre contre le Vietnam. Les exigences du mouvement pour les droits civiques étaient plutôt modestes, de mettre fin au charcutage électoral dans les gouvernements locaux, le droit à chaque personne, à tous, d'avoir le droit de vote pour tous, le droit à un accès à un logement décent et la fin à la discrimination dans l'emploi. La police royale attaquait les protestants, les manifestants pour les droits civiques. Ils utilisaient du gaz lacrymogène, des matraques, des canons à eau. De nombreuses personnes ont été tuées ou ont vu leur maison brûler. L'IRA, à cette époque, était plutôt passive, mal organisée, mais à la suite de ces attentats, ils ont décidé de se réarmer et de défendre la communauté nationaliste. La répression s'est intensifiée avec un conflit grandissant entre l'IRA et les forces de l'État, les forces étatiques, surtout lorsque le gouvernement britannique a décidé d'introduire l'internement sans procès en 1971. L'État britannique a employé la torture, a commis des meurtres extrajudiciaires et a tenté de criminaliser la résistance à l'occupation. Les républicains ont reconnu dans les années 70 qu'ils avaient atteint une impasse militaire. Et l'IRA, en effet, ne pouvait pas vaincre les forces étatiques britanniques, tout comme les Britanniques ne pouvaient pas vaincre l'IRA. Il était alors évident qu'il ne pourrait pas y avoir de solution militaire aux problèmes politiques qui existaient en Irlande du Nord. Malgré cela, le gouvernement britannique a persisté dans sa répression militaire avec une stratégie qui visait à isoler politiquement et criminaliser la résistance républicaine. Cette stratégie a provoqué la colère des prisonniers, des détenus en 1981 qui ont décidé de se lancer dans une grève de la faim pour exiger d'être traités comme des prisonniers, des détenus politiques. Donc la conséquence a été de fédérer un soutien à la lutte républicaine, donc vraiment l'opposé de ce que la Grande-Bretagne cherchait à faire. Et c'est pendant cette grève de la faim que Bobby Sands a été élu comme membre du Parlement britannique. Et donc les républicains se sont rendus compte que c'était un autre moyen pour eux de mener leur lutte via la politique électorale, malgré le fait que dans les années 80, la guerre ait continué à faire rage. Une guerre peut être déclenchée facilement tant qu'il y a toutes les conditions réunies. Et dans un sens, il ne faut qu'une étincelle pour allumer le brasier. Mettre fin à la guerre, en revanche, est beaucoup plus difficile. Il faut pour cela une stratégie cohérente. La paix sera impossible à atteindre si les conditions qui ont mené à la guerre ne sont pas, les causes de la guerre ne sont pas traitées. Dans notre analyse, l'interférence coloniale britannique est au cœur du conflit en Irlande et c'est ce dont il fallait s'occuper pour mettre en place une stratégie de paix. Et pour cela, Sinn Féin a développé une stratégie de paix pour atteindre son objectif d'autodétermination et d'indépendance pour le peuple irlandais. En plein milieu de la guerre, ce n'est pas facile de convaincre des soldats de la guérilla qui n'ont pas été vaincus qu'il fallait mettre en place une stratégie alternative. Mais c'est la tâche que s'est imposée Sinn Féin. Donc le point de départ, c'était de communiquer avec nos opposants politiques, y compris le gouvernement irlandais. Le défi, c'était de montrer que si vous voulez mettre fin au conflit, alors il fallait aider à la construction d'une solution alternative. Et donc il y a eu des pourparlers, des négociations entre Gerry Adams et John Hume, le leader des social-démocrates en Irlande.
et travailliste. Et il y a eu des communications indirectes aussi avec le gouvernement britannique, entre le gouvernement britannique et républicain. Et ce type de communication a été très utile, mais ça ne peut pas remplacer des négociations directes en face à face. En parallèle, Sinn Féin a dû convaincre ses propres partisans des intérêts, des avantages d'une stratégie de paix. Et de nombreux leaders de Sinn Féin ont déclaré que les négociations avec leurs propres membres étaient les négociations en fait les plus difficiles. Gerry Adams a dit que de convaincre ses partisans qui avaient été victimes d'oppression de changer un peu leur stratégie était vraiment difficile. Comme Mandela l'a dit, c'est difficile de faire ami-ami avec ses ennemis. Les négociations devaient être menées de bonne foi, car sinon, ça ne peut que perpétuer le conflit. De nombreux républicains croient que ce qui s'est passé après la déclaration unilatérale que c'est ce qui s'est passé après la déclaration unilatérale de l'IRA de cessez-le-feu en août 1994. Les unionistes semblaient plus intéressés par l'imposition de préconditions avant d'ouvrir les négociations. Et donc, le résultat, c'était que l'IRA a mis fin au cessez-le-feu en février 1996 et l'a relancé en juillet 1997 seulement, lorsqu'ils ont réouvert les négociations avec le gouvernement britannique sous Tony Blair. Et la précondition seule était la présidence du sénateur américain George Mitchell. Donc la leçon à en tirer, c'est qu'il n'y a pas de précondition aux négociations, sauf qu'il faut, mis à part le fait qu'il faut un environnement stable et pacifiste et que tous les termes soient respectés. Les négociations en Irlande ont mené à l'accord du Vendredi Saint, et cet accord a représenté un enjeu majeur au niveau constitutionnel parce que donc ça fournissait une feuille de route aux républicains. Ça a mis en place un mécanisme de frontières pour résoudre le problème de partition. Et un système de freins et contrepoids pour éviter les répétitions des abus politiques passés. Donc ce qui sous-tend l'accord du Vendredi Saint, c'est par rapport, et qui fait une différence par rapport à ses prédécesseurs, c'est cet enjeu d'égalité. Mais tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les institutions politiques n'ont pas été opérationnelles depuis janvier et on se retrouve en plein milieu d'une nouvelle crise politique. Et au cœur de cette crise, il y a la non-application des accords précédents, l'allégation de corruption dans des ministères contrôlés par des unionistes et le manque de respect des unionistes par rapport à l'identité irlandaise. Le Brexit est également un autre enjeu, un autre défi dans le processus parce que le gouvernement britannique n'y a pas pensé à deux fois avant de décider de quitter l'Union européenne, alors que la plupart du peuple nord-irlandais ne souhaitait rester dans l'UE. Donc il faut que la Grande-Bretagne explique comment ça va se passer à présent, parce que l'UE a été vraiment un soutien enthousiaste de l'accord du Vendredi Saint et un soutien à la fois financier et politique. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le Brexit? Ça, personne ne le sait. Mais il faudrait que l'Irlande ait un statut spécial par rapport à l'UE avec l'unification de l'Irlande. Mais malgré les difficultés du processus de paix en Irlande, qui est vu internationalement comme un modèle de bonne pratique,
pour mettre fin à un conflit, c'est pas vraiment une opinion que moi je partage. Tous les conflits sont différents et donc le processus de paix en Irlande ne peut pas vraiment servir de modèle pour la résolution des conflits ailleurs. Nous, on ne veut pas jouer le rôle de donneur de leçons et dire à chacun comment ils doivent résoudre leurs conflits. Malgré tout, il y a certains principes universels qui sont applicables dans chaque situation et j'aimerais vous en citer quelques-uns. Toutes les actions armées et les actes de violence doivent cesser durant les négociations. Tous les termes de l'accord doivent être reconnus, les négociations doivent être les plus inclusives possibles. Il faut un leadership courageux et audacieux, une volonté de la part de toutes les parties de trouver un compromis. Et la communauté internationale peut aider au développement de conditions politiques dans lesquelles les négociations peuvent avoir lieu. Et il faut que toutes les parties, les différents camps, comprennent qu'ils peuvent avoir des objectifs politiques différents, voire opposés, et qu'ils perdureront probablement après le processus de résolution du conflit. Pour résumer, le conflit en Irlande du Nord, c'est fini principalement parce que Sinn Féin a fait preuve de bonne volonté et a compris l'intérêt d'une solution alternative pacifiste. Les principaux protagonistes, l'IRA et le gouvernement britannique, ont bien compris qu'il y avait une impasse militaire, donc forcément ils étaient contraints de négocier et de s'attaquer aux causes du conflit. De manière générale, les négociations ont été faites de bonne foi, dans un contexte où toutes les parties comprenaient bien le besoin pour chacun de trouver un compromis. En conclusion, après près de 20 ans après la signature de l'accord du Vendredi Saint, le processus politique requiert encore une maintenance, une vigilance pour livrer les résultats attendus. Nous sommes en pleine crise actuellement parce que les gouvernements irlandais et britanniques ont perdu de vue cet accord en pensant que le processus était solide comme du béton. Ils n'ont pas cherché à nourrir et maintenir ce processus, ils n'ont pas appliqué les accords qu'ils étaient supposés appliquer, ils ont été distraits par d'autres problèmes. Et donc il y a une leçon très claire à tirer ici, et il ne faut pas prendre le processus de paix pour acquis, jamais.